Alors, Benjamin Netanyahou, c'est un nom qui divise, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour certains, c'est le grand protecteur d'Israël. Pour d'autres, c'est celui qui a fracturé le pays. Mais il y a une seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est un survivant. Un véritable survivant politique. On va essayer de décortiquer ensemble les secrets de cette longévité hors norme. Et c'est vraiment la question centrale, la question qui obsède toute la classe politique israélienne depuis des années. Comment est-ce possible? Comment un seul homme a-t-il pu non pas juste survivre, mais carrément dominer l'une des scènes politiques les plus complexes, les plus explosives du monde, et ce, pendant si longtemps? Pour bien saisir l'ampleur du personnage, il faut d'abord regarder le calendrier. On ne parle pas de quelques années au pouvoir, non. On parle de plusieurs mandats qui s'étalent sur des décennies. Son règne, si on peut l'appeler comme ça, couvre carrément plusieurs époques de l'histoire récente d'Israël. Bon, toute grande carrière politique repose sur des fondations solides. Et les siennes, elles sont presque mythiques en Israël. D'un côté, le héros, le commando d'élite. De l'autre, l'intellectuel, diplômé du prestigieux MIT aux États-Unis. C'est le combo parfait en quelque sorte, le soldat et l'homme d'État. Et quand on regarde son parcours, on se dit que rien n'a été laissé au hasard. C'est une ascension fulgurante, mais très méthodique. Chaque étape semble pensée, calculée. D'abord, les forces spéciales, Sayeret Matkal, l'élite de l'élite. Ensuite, les études au MIT. Puis, le poste d'ambassadeur à l'ONU. Il a vraiment, étape par étape, façonné son image de leader. Un homme destiné, presque programmé pour le pouvoir. Mais ce CV, aussi impressionnant soit-il, ne dit pas tout, loin de là. Pour vraiment comprendre l'ADN politique de Netanyahou, il faut aller chercher plus loin. Il faut remonter à la source, à l'influence écrasante de son père, Benzion Netanyahou. Alors, Benzion Netanyahou, ce n'était pas n'importe qui. C'était un historien, mais un historien, disons, à part. Radical. Ses idées étaient tellement extrêmes qu'il a été mis de côté par le monde universitaire. Et ça, pour son fils Benjamin, ça a été une leçon fondamentale. Peut-être la première. La leçon que le monde est hostile, qu'il rejette les vérités qui fâchent. Et que pour survivre, il faut se préparer à se battre seul contre tous. Le grand travail de sa vie à Benzion, c'était sur l'Inquisition espagnole. Et sa thèse, elle était complètement à contre-courant de ce que pensaient tous les autres historiens. De cette thèse, vraiment, on peut extraire deux leçons. Deux leçons qui vont littéralement forger la vision du monde de son fils. Alors, quelles sont ces leçons? La première, c'est que l'assimilation est une illusion, un piège mortel. Essayer de ressembler aux autres, de se fondre dans la masse, ça n'a jamais protégé les Juifs de la haine, bien au contraire. Et la deuxième leçon qui en découle, c'est que le danger est partout, permanent. Le peuple juif, selon lui, est d'une naïveté incroyable et il est incapable de voir les menaces existentielles qui pèsent sur lui. Et cette vision, elle est parfaitement résumée dans cette phrase de Benjamin Netanyahou lui-même. C'est presque mot pour mot la pensée de son père. On entend la voix de Benzion à travers celle de Benjamin. Ce n'est pas juste une stratégie politique, un discours pour faire peur, non. C'est bien plus profond que ça. C'est vraiment la matrice de sa pensée. Ok, donc on a cette vision du monde très sombre, héritée de son père. Mais ça ne reste pas une simple philosophie, ça devient très concret. Ça se transforme en un véritable manuel, un guide de survie politique avec des stratégies très précises pour prendre le pouvoir et surtout pour le garder. Alors, que trouve-t-on dans ce manuel? Plusieurs tactiques clés. D'abord, verrouiller son propre parti. Éliminer les rivaux, s'assurer une loyauté absolue. Ensuite, deuxième point, contrôler le récit, mettre la pression sur les médias, dominer l'espace public. Et enfin, le point peut-être le plus important, instrumentaliser la peur, créer un sentiment de menace constante pour souder sa base et bien sûr pour diaboliser ses opposants. Cette phrase d'Avraham Burg, un de ses anciens opposants, résume tout à la perfection. Il dit que Netanyahou sème la peur partout pour ensuite apparaître comme le seul sauveur, la seule solution. C'est la bonne vieille technique du pompier pyromane. Et il faut bien le reconnaître, c'est d'une efficacité redoutable. Et tout ce système, tout ce manuel, a trouvé un accélérateur incroyable ces dernières années. L'ère numérique, les réseaux sociaux, c'est un terrain de jeu rêvé pour ce genre de stratégie. Un endroit où la peur, la polarisation, le contrôle du récit, tout est démultiplié, amplifié comme jamais auparavant. Regardons un exemple très concret. Après les attaques du 7 octobre, sur une seule plateforme comme Reddit, on a compté plus de 8 millions de commentaires en quelques mois à peine. 8 millions, c'est un chiffre colossal. On n'est plus dans le débat d'idées là. On est sur un véritable champ de bataille numérique où l'objectif est de polariser, de diviser. Et ce qui est fascinant, c'est que maintenant, des chercheurs utilisent des intelligences artificielles pour cartographier ces conversations, pour analyser cette masse de données. Le but, ce n'est pas juste de la tech pour la tech, c'est vraiment d'essayer de comprendre la mécanique de la haine en ligne, de décoder la colère, la peur, la division à grande échelle. Et les résultats,
Eh bien, ils sont sans équivoque. On voit un pic, une explosion du nombre de commentaires controversés, c'est-à-dire des messages qui divisent, qui génèrent autant de votes positifs que négatifs. C'est la signature numérique, si on veut, d'une société profondément fracturée. Et c'est exactement dans ce genre d'environnement qu'un leader qui jouit sur la polarisation peut non seulement survivre, mais prospérer. Alors mettons tout ça bout à bout, si on assemble toutes les pièces de ce puzzle complexe, le soldat, l'héritier idéologique, le stratège politique, quel est le portrait qui émerge au final? Ce qu'on voit, c'est une figure aux multiples facettes. Il y a le soldat homme d'État, l'image officielle, il y a l'héritier, profondément marqué par la vision sombre de son père, et puis il y a le tacticien hors pair, le maître stratège, qui a parfaitement su adapter ses vieilles méthodes au nouveau monde du numérique. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question vertigineuse. Au bout du compte, quel héritage laissera-t-il? Est-ce que l'histoire se souviendra de lui comme du grand protecteur d'Israël, celui qui a tenu bon contre vents et marées? Ou est-ce qu'on le verra plutôt comme l'architecte des divisions profondes qui fracturent aujourd'hui la société israélienne et menacent son avenir? La question reste ouverte.